Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Mediev, le partenaire officiel de la chaîne, qui est une boutique qui propose à la fois du matériel d'évocation de fantasy, mais aussi du matériel de reconstitution. Si vous êtes intéressé pour aller voir ce que propose la boutique, le lien est dans la description. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et disto. Aujourd'hui, je vais faire une analyse du dernier duel du film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Le dernier duel du dernier duel, du coup. Commence déjà à être compliqué. C'est un film que j'ai personnellement beaucoup apprécié dans sa narration, avec des acteurs et des actrices impeccables et une construction assez originale, surtout pour une œuvre historique. Bon, bien évidemment, je vais spoiler le film, vu que je parle de la fin. Mais bon, les événements sont connus depuis la fin du XIVe siècle. Voilà, je pense qu'en termes de spoiler, je suis quand même assez large. Et ce qui est intéressant avec le dernier duel, c'est que tous les enjeux gravitent autour de cet ultime combat. En conséquence, un soin tout particulier a été apporté à ce combat, qui est le climax du film. Ce qui fait qu'il est quand même très intéressant à décortiquer. Bon après, le film présente encore et toujours les mêmes clichés des films médiévaux hollywoodiens. C'est sale, c'est la gadoue, les pauvres sont mal habillés, bref, c'est usant, comme les vêtements qu'ils portent. Après, il y a 2-3 trucs appréciables, genre les armures qui protègent vraiment, quoique c'est assez situationnel en fait, et ça marche pour les armures des personnages principaux, mais visiblement, il n'y avait pas assez d'acier en scénarium pour les figurants. Et dans un premier temps, dans cette analyse, avant de passer à la phase bagarre, je pense qu'il est intéressant d'analyser l'organisation du duel en lui-même, chose que j'avais plus ou moins abordée lors d'une très vieille vidéo, mais bon, je pense que c'est bien de remettre un petit peu tout ça à jour. Bon, évidemment, il y avait de multiples façons d'organiser un duel judiciaire, en fonction de la classe sociale, du pourquoi du comment, de la fortune des protagonistes, de la région géographique, de la période historique, bref. Ici, je vais vraiment essayer de me concentrer uniquement sur notre cas de figure. Nous sommes ici en présence de deux personnes appartenant à l'aristocratie. Ce sont des chevaliers, en tout cas des prétendants à ce titre car le gris était encore écuyer. Ils ont donc les moyens de venir avec un équipement complet, c'est-à-dire armure et armes de guerre et évidemment un cheval. Alors je ne dis pas que tous les écuyers et chevaliers avaient les moyens d'avoir une armure complète, parce que y avait des chevaliers qui étaient pas ultra riches, bien sûr. Mais en l'occurrence ici, c'était le cas. Souvent, les duels judiciaires entre chevaliers commençaient à cheval, car on est là sur l'un des symboles phares de cette caste. C'est d'ailleurs dans le nom, cheval, chevalier. Il est donc totalement logique que le duel dans le film commence à dos de canasson. Quoi qu'il en soit, tout cela a été défini à l'avance, et c'est d'ailleurs au défier d'avoir le droit de choisir les équipements qui vont être utilisés. Donc dans notre cas, c'est Jacques le Gris qui a dû faire le choix. Ou plutôt, Jack le Gris, si on regarde dans vos STFR. Une fois l'accord passé et les informations transmises au roi d'armes, les personnes faisant plus ou moins en sorte que le duel se passe selon les règles établies, il était, je crois, impossible de demander des changements de dernière minute, en tout cas en théorie. Et qu'est-ce que l'on trouve comme armement dans le film? Déjà comme je l'ai dit, le combat commence à cheval. Les deux sont armés d'une lance d'arçon ainsi que d'un bouclier de joute. Et jusque là, c'est totalement cohérent. Il est en effet attesté que la lance d'arçon faisait bien partie des équipements autorisés lors des duels judiciaires. Donc évidemment le bouclier qui va avec aussi. Et il possède également des épées de guerre, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, encore une fois, on est sur une arme qui a toujours été utilisée dans les duels judiciaires dans ce cas-là, que ce soit des épées courtes ou des épées longues, comme l'atteste un document écrit par Thomas de Gloucester à la fin du XIVe siècle. Les deux possèdent également des dagues, armes absolument indispensables pour le combat en armure car extrêmement efficaces pour tuer son adversaire, protégé dans une carapace d'acier presque impénétrable. Et on a tellement de sources d'AMHE présentant des techniques de dagues lors de duels judiciaires, comme c'est le cas dans le manuscrit de Hans Stauffer, que évidemment qu'il y avait des dagues lors des duels judiciaires. Très tôt aussi, on voit Jean de Carouge, ou Jean de Carouge en VosTFR, demander une hache. Alors de prime abord, ce n'était pas forcément une arme utilisée lors de duels judiciaires. Mais sa présence s'est a priori peu à peu renforcée au cours du XIVe et XVe siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les armures devenant de plus en plus performantes, les combattants devaient utiliser des armes plus efficaces que des épées pour affronter leurs adversaires en armure. Donc des haches, mais aussi des masses d'armes. Bon, même si évidemment on peut oxyre une personne en armure avec une épée, mais ça on va y revenir juste après. Lors du duel du film, les combattants alternent les armes sans trop d'ordre, demandant ce dont ils ont besoin aux serviteurs en fonction de la situation. Encore une fois, a priori ce n'est pas déconnant du tout, bien que l'on retrouve plusieurs façons d'organiser un duel, notamment au niveau de la disposition des armes. Si l'on était dans un duel où la volonté des deux combattants était de faire preuve de démonstration technique, en plus de vouloir s'entretuer, il n'était pas impossible que le duel se fasse en plusieurs rounds, se déroulant avec une arme différente à chaque fois. C'est par exemple ce qui s'est passé en juin 1380 à Westminster, lors du duel judiciaire entre le chevalier Annesley et l'écuyer Catrington. Catrington. Un nom à la con encore. Le premier round fut à la lance, le second à l'épée et le dernier à la dague.
Le chevalier l'aurait d'ailleurs remporté avec chaque arme, donc GG à lui. Et l'écuyer serait mort peu de temps après suite aux blessures subites pendant le duel. Miskin. Au niveau de l'équipement défensif, on a quand même un truc assez curieux dans ce duel. Les deux portent un demi-casque qui est en plus 800 fois trop épais. Une visière aussi large, c'est complètement grotesque, elle pèserait à elle seule 4 kg. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une armure d'acier, ça n'a seulement que quelques millimètres d'épaisseur, hein. Ça ne se compte absolument pas en centimètres. Vous imaginez le gâchis de matériel pour un équipement totalement importable? Bref, revenons sur ce choix de demi-casque. Les demi-équipements, c'est quelque chose qui pouvait se faire pendant les duels judiciaires. Bon, même si ça se faisait, c'était quand même pas ultra courant non plus. C'est le cas notamment de notre duel entre Claude, baron de Vienne-le-Châtel, et Jean-Jacques de Fontaine, seigneur de Fandille. Qui d'ailleurs n'est pas du tout dans le même contexte que le duel du film, parce que là on est sur un duel d'honneur, alors que dans The Last Duel c'est un duel judiciaire. Beaucoup de duels en une seule phrase d'ailleurs. Parce que, a priori, il y en a un qui aurait manqué de respect à l'autre, bref, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez plus de détails sur ce duel, je vous invite fortement à aller lire le thread de Dr Bagarre sur Twitter, le lien est dans la description. Je le remercie d'ailleurs au passage parce qu'il m'a pas mal aidé pour l'écriture de certaines parties sur cette vidéo. En tout cas, il avait été choisi que pour ce duel, l'équipement défensif serait en demi-armure, avec notamment un demi-corselet, un seul soulier de maille, une demi-grève, un brassard et un gantelet pour le bras gauche, ainsi qu'un morion et seulement un gant de maille pour le droit. Mais alors pourquoi des demi-armures? Eh bien c'est compliqué. La première volonté est certainement de ne vouloir protéger uniquement que les zones exposées au coup, en l'occurrence le côté gauche, parce que souvent ton adversaire est droitier, donc il va beaucoup te frapper à gauche. Ce qui fait que du coup les zones cibles sont protégées, mais vu que tu as un équipement moins lourd et moins encombrant, tu as beaucoup plus d'aisance et de mobilité. Mais du coup, est-ce que ça a du sens dans notre duel? Eh bien, pas vraiment, je trouve. Si on part sur cette théorie d'allègement, c'est quand même con de se contenter que de la visière qui, du coup, pour une visière normale, allez, va vous enlever à tout péter peut-être 500 grammes. Peut-être pour améliorer la visibilité et la respiration. C'est peu probable quand même, hein. On est en présence de deux hommes de guerre qui ont une expérience énorme dans le combat. Je pense qu'ils sont bien habitués à combattre en n'y voyant pas grand-chose et avec les difficultés de respiration qu'impose un casque. Donc au final, ça ne leur apporte rien de bien avantageux. En tout cas, rien n'atteste que les combattants aient eu recours à un quelconque demi-équipement. En fait, la seule raison, c'est qu'il fallait absolument montrer la tronche des acteurs parce que certainement que les spectateurs sont beaucoup trop cons pour comprendre qui est qui. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'équipement présent lors du duel, parlons un peu bagarre. Bon, au niveau de la joute, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. Ils se rentrent dedans, ça fait mal, les lances se brisent, Carouge prend une hache qu'il tente de lancer, jusque-là, c'est pas déconnant, ça finit par tomber, enfin bref. Et là, Carouge reprend sa hache et tente de frapper plusieurs fois son adversaire au sol, qui se protège avec son bouclier, qui subit de ouf, hein. Ça c'est pas mal. Après on a le droit à une petite parade avec l'avant-bras armé, et ça c'est vraiment top. Car oui, dans ce duel, les armures protègent, et ça c'est génial. Et oui, ça servait vraiment à quelque chose finalement. Bon, là on part normalement sur une énorme commotion cérébrale, hein. Je veux bien que le type soit solide, aguerri par des années de bataille, on est d'accord. Mais la force développée par un coup de sabot de cheval, normalement il est pas censé se relever, hein. Pas avec un coup comme ça, hein. Casque ou pas casque, normalement il est au moins KO. Ensuite, le petit souci que j'ai avec le film, voilà, pour être un peu tatillon, c'est que les armures protègent, mais ils adaptent pas forcément la chorégraphie en conséquence. Enfin si, mais ils auraient pu faire un peu plus. Parce que d'un côté c'est vraiment bien, hein. On voit que malgré le fait que le gris tape comme un énorme demeuré sur son adversaire, les coups de taille ne lui font absolument rien. Mais pourquoi le faire s'entêter à continuer? Car avec une armure comme celle-ci, ok tu ressens peut-être un peu le choc, mais ça risque pas de te tuer, hein. Sinon ça fait bien longtemps que les meufs et les mecs qui font du béour auraient arrêté, hein. Carouge finit lui aussi par prendre une épée. Et la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, oh ça y est, on va enfin avoir le droit à un combat en demi-épée. Sauf que... bah non. Bon alors bel effort, hein. Il y a 2-3 techniques de Carouge où il saisit son arme en demi-épée, mais c'est quand même très fugace. Mais après en réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit que c'était assez logique. Que ce soit d'un point de vue cinéma et lisibilité de ce qui se passe, mais finalement aussi d'un point de vue réaliste. En effet déjà, niveau spectacle, la demi-épée, c'est quand même pas terrible. Parce que bon, sauf si on est un grand connaisseur, le combat en demi-épée ça reste de la chicane au corps à corps. Si tu connais pas du tout, c'est quand même pas très évident de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on est prêt, on fait quelques prises de lutte, on cherche des failles dans l'armure adverse, mais bon voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil. Donc bon, d'un point de vue cinéma, c'est vrai que ça aurait fait kiffer les gens qui s'y connaissent comme moi, mais d'un point de vue d'un spectateur plus lambda, c'est quand même pas très adapté. Mais aussi d'un point de vue purement réaliste, combattre en demi-épée, ça reste quelque chose de très risqué. Surtout quand tu te retrouves sans casque comme à ce moment-là de l'affrontement.
Donc en fait, je comprends totalement les raisons de ne pas trop le faire. Mais ça reste dommage de ne pas avoir un peu plus insisté là-dessus, pour montrer vraiment quelque chose de nouveau dans un gros film d'épée. Mais bon, si j'en suis à demander ce genre de choses, c'est que le combat de base, il est vraiment pas si mal. Bon, là, quand même, hein, même s'il a un gantelet de fer, ça ne sert strictement à rien. Il frappe pile sur la plaque d'armure ventrale, et je peux vous assurer que vous pouvez y aller autant que vous voulez, le type en face, il sentira rien. Hein. Là, on est pas mal. Petit coup de dague, ou la pointe de l'épée qui se fait briser juste avant, je sais pas vraiment, dans une faiblesse de l'armure à la jambe. D'autant qu'il me semble que Carouge a vraiment été blessé à la cuisse durant le combat. Bon, il a quand même eu de la chance, j'ai l'impression que ça passe vraiment pas loin de l'artère fémorale. Hein. Bon là, vu qu'ils ont plus du tout de casque, c'est pas déconnant que Carouge attaque avec des coups de taille classiques. Hein. D'autant qu'il vise quand même bien la tête. En tout cas, les parades avec les bras d'armure, c'est quand même très appréciable. Hein. Bon là, pareil, en vrai, le coup de coude en pleine gueule comme ça, normalement Carouge peut ramasser ses dents et ses morceaux de mâchoire. Hein. Ah la vache! Ah, juste d'imaginer la douleur que ça doit procurer ça, ça me met pas bien du tout. Mais bon, ça permet d'apprécier ce fameux coup en Nordschlag, où on tape avec les quillons ou le pommeau de l'épée. Bon, je vous épargnerai la fatality à la fin du combat qui est tout bonnement dégueulasse, hein, et on n'est quand même pas là pour voir des trucs comme ça. Fait intéressant, après le combat, on voit que des gens viennent chercher le corps de Le Gris pendant que Carouge, remercie Dieu et fait son speech à sa femme. Et d'ailleurs, ils le foutent même à poil. Et ça là, c'est totalement historique, et c'est même décrit par Hans Talhofer. Alors ils montrent de différentes manières comment faire, soit ils mettent la personne qui a perdu sur un brancard et ciao la zone, soit s'il a une armure, ils l'enlèvent, l'enroulent dans un drap et le foutent dans un cercueil qui, j'imagine, sera traîné par un dada. Je ne sais pas s'ils ont regardé les traités de Talhofer pour ça, mais c'est quand même un détail en arrière-plan qui est ultra agréable à voir. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce duel? Honnêtement, si je me plains du combat final de The Last Duel, en fait, faut que j'arrête de regarder des films de combat et des films historiques. Pour une grosse production aujourd'hui, c'est sûrement l'un des duels les mieux construits et l'un des plus réalistes que j'ai pu voir. Je l'ai dit, il y a forcément des défauts, il manque 2-3 trucs, après, il y a des exigences pour répondre au code du cinéma, et c'est des compromis qu'on est obligé de faire pour un film. Et je trouve que là, les compromis et l'équilibrage, il est vraiment pas mal. Ça manque juste de 2-3 trucs vraiment spécifiques au combat en armure qui auraient pu être appréciables pour rallonger un petit peu le duel. Mais en vrai, c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce genre de production. Mais bon, c'est quand même d'autant plus énervant avec les autres scènes où les mecs en armure meurent d'un coup d'épée. Parce qu'on voit bien qu'Hollywood, ils le savent, qu'ils en ont conscience, parce que bon, je pense qu'ils sont pas bêtes et qu'ils se rendent bien compte qu'une armure en acier, ça protège. Mais non, dès que ça n'arrange plus le scénario ou que ça demande trop de travail, les armures, ça devient du beurre. Bref, c'est tout ce que je peux vous dire sur The Last Duel de Ridley Scott. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié, surtout quand on compare à ce que Ridley Scott a fait dernièrement. Voilà, là c'est vraiment pas mal quand même. J'espère en tout cas que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé du film et surtout du combat final. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Et n'oubliez pas que j'ai évidemment une page YouTube si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. Ça m'aide énormément et je remercie les gens qui le font déjà. N'oubliez pas que nous avons aussi une chaîne Twitch animée principalement par Chiquinito, on y fait pas mal de choses, des reacts, des jeux de stratégie, on aimerait bien aussi faire du JDR et des jeux de société. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour venir nous voir en live. Et encore une fois, je remercie infiniment Mediev de sponsoriser la chaîne YouTube. Comme d'habitude, le lien est dans la description. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de faire ma phrase de fin. Donc on se retrouve pour une prochaine analyse de taille et d'isto. Et en attendant, gardez l'esprit affûté.